Bonjour à tous, je m'appelle Albert Huidard, je suis administrateur délégué d'Excelio et je suis aujourd'hui animateur du groupe de travail Industrie de l'Ewe. Alors, c'est quoi l'Ewe? Eh bien, l'Ewe, c'est une ASBL qui regroupe une vingtaine d'entreprises wallonnes, des entreprises qui offrent des solutions et des services dans le domaine de l'eau. Avant de rentrer dans la présentation de 5 cas concrets, voici un diagramme qui synthétise les besoins les plus fréquents rencontrés chez nos clients industriels. De la gauche vers la droite, le respect des normes de rejet, la maîtrise des coûts d'investissement, le CAPEX, la maîtrise ou l'amélioration des coûts d'exploitation, l'OPEX, la fiabilisation, la sécurisation de l'outil pour l'exploitant, et enfin le respect de l'environnement au sens large, plus large même que les normes de rejet. Je ne vais pas m'étendre sur cette dia, mais vous l'aurez compris, l'EWE regroupe l'ensemble des métiers nécessaires pour mener à bien toutes les phases d'un projet d'épuration d'eau. Voici pour l'introduction. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Germain, le premier de nos 5 présentateurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le cadre de cette étude de cas, je vais vous présenter un projet de 15 ans qui est prévu pour la fourniture de services et l'amélioration et la rénovation d'une installation existante d'une station de traitement de l'eau. Alors, la station de traitement qu'on va aborder, c'est une station de traitement d'eau industrielle qui se situe à Tilburg, à côté de Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est une station de traitement qui appartient à NWB, New Water Business, qui a un débit de 360 mètres cubes heure en moyenne, avec des variations allant de 0 à 600 mètres cubes heure en pointe. C'est un projet qui a été construit par NWB et qui centralise en fait 4 flux d'industriels qui sont Fujifilm, Coca-Cola, Agristo et IFF. Et dès le début de l'exploitation, des problèmes sont apparus, notamment sur la qualité d'eau traitée qui n'atteignait pas les critères voulus et des coûts d'exploitation qui, eux, étaient supérieurs à ceux planifiés. Donc, une installation de cette taille-là contient évidemment différents process, mais le process clé de l'installation, c'est le bioréacteur à membrane. C'est une filière de traitement qui, en fait, allie la synergie du traitement biologique de la pollution biodégradable avec une clarification par filtration membranaire. Donc, cette filtration membranaire nécessite des pompes de perméa, le perméa étant le nom donné à l'eau traitée, et aussi des surpresseurs d'air qui servent à agiter les membranes afin d'éviter un colmatage sur la surface de celle-ci. Alors, la solution du BRM est en fait intéressante parce qu'elle présente un CAPEX réduit dans les cas de figure où l'espace au sol est limité, donc typiquement dans des extensions de stations de traitement, et aussi quand il y a une forte demande au niveau de la qualité d'eau traitée. Le bioréacteur à membrane, comme son nom l'indique, il y a des membranes. Alors, ces membranes, c'est quoi? C'est des fibres creuses qui font quelques millimètres de diamètre et qui ont une porosité de quelques dixièmes de micromètres. Alors, ces fibres-là sont assemblées à l'intérieur de modules. On a à peu près 2700, 3000 fibres par module. Et le module est en fait l'élément de base du bioréacteur à membrane. On associe en fait un certain nombre de modules à l'intérieur de cassettes. Et c'est ici qu'on a un autre aspect du BRM, c'est sa modularité, puisqu'on peut choisir le nombre de modules à l'intérieur d'une cassette en fonction du débit à traiter. Donc, lors d'une extension, on peut rajouter des modules plutôt que reconstruire une installation. Alors, une fois que ce cadre est donné, les réalisations qui ont été faites à l'intérieur de ce projet, c'est évidemment une révision complète du fonctionnement. Donc, on a remplacé les membranes défaillantes par des membranes Ziweed. On a reprogrammé l'installation, les séquences du BRM, donc les séquences de production, de rétrolavage et aussi de lavage chimique. Et en faisant ça, on a pu libérer du temps au niveau de l'équipe d'exploitation puisque, initialement, les lavages chimiques étaient réalisés manuellement. Mais nous avons travaillé aussi en amont du BRM dans la biologie, en envoyant un effluent qui est riche en carbone vers la post-dénitrification, qui est en fait une étape qui demande du carbone. Et en fait, ça nous a permis de ne pas utiliser une source de carbone commerciale qu'on achèterait sur le marché. En faisant ça, on a fiabilisé le système et donc du coup, on a pu aussi réutiliser l'eau traitée, ce qui a créé une création de revenus puisqu'on peut revendre en fait cette partie d'eau traitée pour des utilisations non critiques. Et donc, de point de vue global, on a une diminution de l'empreinte CO2 de l'installation.
On a aussi travaillé sur la digitalisation et notamment sur la mise en place d'analyseurs qui suivent les paramètres clés de l'installation, ce qui nous permet en fait aussi d'ajuster les dosages de réactifs chimiques à la charge entrante. Donc, c'est une optimisation du process. Mais aussi, on a pu libérer encore du temps au niveau de l'équipe d'exploitation, puisque initialement, il y avait l'équivalent d'un demi-temps plein pour prendre les échantillons et faire les analyses in situ. Donc, on a gagné sur les deux tableaux. On a mis en place une plateforme digitale qui appartient à Suez, qui s'appelle Insight et qui permet un suivi analytique de l'installation à distance, puisque tous les capteurs de l'installation envoient leurs données sur cette plateforme-là, qui les enregistre, qui les met sous forme de courbe et qui permet en fait, en un clic, de regarder l'état de fonctionnement de l'installation. Enfin, et ce n'est pas des moindres, on a travaillé sur l'ergonomie, notamment sur la sécurisation de la manipulation et du transfert des réactifs chimiques. Donc, par exemple, pour les réactifs chimiques en poudre, on a mis des postes de travail à hauteur d'homme pour éviter en fait, des manipulations avec les sacs de 25 kg. Et le transfert en fait, est réalisé par une pompe à vide qui aspire la poudre plutôt qu'avoir un exploitant qui vide par lui-même dans une trémie. Même réflexion au niveau des réactifs chimiques liquides utilisés pour le BRM. On utilise des IBC, c'est-à-dire des containers de 1000 litres qui contiennent des réactifs chimiques. Et ici, la connexion se fait par le dessus de l'IBC plutôt que par la vanne de purge située en bas de l'IBC, ce qui évite évidemment d'avoir des fuites au niveau du sol. Et qui dit injection de réactifs chimiques dit aussi protection. Et on a mis ici en place en fait, un système de double pot translucide qui nous permet de voir, le cas échéant, s'il y a une fuite, de la localiser. Voilà, donc on a vu ici très rapidement que le partenariat entre Suez et NWE a permis en fait la rénovation et l'optimisation des équipements existants en ajoutant aussi les équipements et le process nécessaires en se basant sur le savoir-faire de ces technologies-là. Et on a apporté aussi au niveau du service une approche globale, des plans d'action afin de réduire les coûts d'exploitation évidemment, mais aussi de sécuriser les équipements et les activités. Et ceci, évidemment, in fine, pour protéger les ressources. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un deuxième case study qui aborde des problématiques différentes. Donc là, vous allez voir, donc on parle d'une société qui a doublé sa production et donc qui va faire face à des nouvelles impositions en normes de rejet, où nous devons assurer des performances. Donc le case study présenté, c'est pour la société Avieta qui est basée à Villers-le-Bouillet. Donc c'est une société qui produit des gaufres de luxe, qui a une très très grosse production et des gros paramètres de développement avec une extension d'usine. On parle clairement d'un doublement de l'usine. Donc, je reviens sur la ligne de départ qui a été présentée par Albert Huidard, donc qui est vraiment une ligne très importante dans le processus d'une construction d'une station d'épuration. La première étape, c'est vraiment la cartographie des effluents à traiter. C'est un point fondamental sur base de laquelle nous pouvons établir une préétude et une définition de filière. Cette étude est fondamentale dans le sens où on peut maximiser la station d'épuration en ne traitant pas les flux peu pollués, en traitant les flux très pollués et donc en allant chercher réellement l'optimum en termes de design. Ensuite, réalisation de l'installation, construction et allant jusqu'au bout sur la maintenance et l'exploitation complète. Donc, qui peut aller de la maintenance préventive jusqu'à l'exploitation all-in pour que chacun se concentre sur son métier. Donc, c'est vraiment, on peut travailler en collaboration avec le client sur un projet complet et full service. Donc voilà, donc la situation de départ chez Avieta. Donc vous voyez ici la vue de l'usine existante, donc la première usine. Donc cette station d'épuration est en cours de construction pour l'instant. Donc vous voyez sur la partie haute du slide, c'est l'extension de l'usine. Donc ils ont vraiment... Donc, c'est l'extension de l'usine de production avec une phase nouveau bureau. Et derrière, dans le carré rouge, donc, on se limite. Donc, la station d'épuration se trouve dans cette zone-là. Donc, on l'a voulu intégrer en termes de production. Donc, c'est une usine agroalimentaire. Donc, on se met derrière les usines en production. Et on a essayé de maximiser et de limiter au maximum l'emprise au sol pour construire cette station d'épuration. Donc, le flux de traitement... Donc, on commence par tout un pré-traitement global, donc avec un dégrillage, un relevage des eaux au niveau de l'usine qui ramène et qui centralise tous les effluents pollués
dans la station d'épuration. Donc, nous reprenons à la fois les eaux résiduaires industrielles et également les eaux usées des bureaux, de l'usine. Derrière ça, nous faisons un dégrayage plus fin et puis une flottation. Le but étant là de récupérer tout ce qui est matière grasse, donc qui est une des pollutions prépondérantes, pour que l'on puisse les évacuer en flux différenciés des boues biologiques produites. Derrière ça, nous avons pris l'option de faire un bassin biologique type SBR. Donc, c'est un bassin biologique où les fonctions de traitement biologique et de décantation se font dans le même bassin. Cette technologie a été sélectionnée de par le fait que la pollution va être évolutive sur 3 ans et donc nous pouvons, avec cette technologie, s'adapter réellement au flux de pollution entrant de par le fait qu'elle reprend tous les à-coups avec les volumes suffisants qui sont calculés dès le départ. Et ensuite, il y a une unité de contrôle de rejet pour les demandes et pour la région wallonne et la police de l'environnement qui vient vérifier votre contrôle de rejet si vous êtes conforme aux normes. Derrière ça, tout traitement biologique produit des boues. Donc, ces boues sont également gérées par un épaississement par silo suivi d'une déshydratation par centrifugeuse. Donc, on obtient des boues qui ont une siccité de l'ordre de 25%, donc qui sont pelletables. On les conditionne à la chaux pour maximiser les filières d'évacuation par épandage agricole. De par le fait que c'est une société qui est agroalimentaire, la pollution peut très bien, la pollution est organique et donc peut s'épandre en agriculture. Donc voilà, je reviens sur les points forts du projet et la ligne guide de tout ce projet, donc en mettant réellement en avant que ce genre de projet est une approche collaborative avec le client. Chacun garde son métier, donc le client est dans la production de gaufres qu'il fait très bien et il peut a le loisir de laisser l'exploitation des eaux qui est notre métier. Ici, on va se focaliser sur un cas d'étude qui, comme contrainte principale, c'est l'environnement. En fait, chez Naturem Solutions, on se focalise sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et donc, ce cas d'étude est une excuse pour vous présenter les technologies basées sur des processus naturels pour traiter les eaux usées industrielles. Le cas qui nous occupe, c'est la société Préion à Angis, producteur dans le domaine de l'acide phosphorique et principalement les phosphates. Alors, cette société possède un centre d'enfouissement technique. Elle exploite un centre d'enfouissement technique près de son site principal à Angis, où elle empile, elle stocke du phosphogypse, qui est un coproduit de son activité. Donc, ce CET est isolé par rapport au site. Et comme tout centre d'enfouissement technique, le lixivia, c'est-à-dire l'eau qui percole, l'eau pluviale qui percole au milieu du dépôt, est récoltée dans le fond et s'évacue via un exutoire qui, lui, est contrôlé, bien sûr, et une autorisation de rejet, et après s'écoule dans un ruisseau. C'est un cas assez spécial parce que la composition est principalement minérale, c'est principalement des sels de sulfate dans cette eau, et le débit est relativement faible. Alors, les contraintes, c'est quoi? Les contraintes proviennent déjà du permis unique. Évidemment, il y a un permis unique pour tout le site et de la situation, je dirais, physique autour du site même et aussi au niveau de la zone pour gérer les rejets. Premièrement, l'accès est très difficile. C'est dans une vallée étroite au niveau de l'exutoire et donc, c'est pas évident. En plus, il n'y a pas d'électricité disponible. Donc, il faut gérer tout ça sans pomper, sans rien du tout. L'autorisation de rejet au ruisseau se focalise principalement sur les phosphates. L'eau est assez saline, donc techniquement, il y a des limitations. Et au niveau du permis, on impose un plan de gestion de la biodiversité. Alors, la première solution qui a été étudiée, c'est un lagunage naturel, donc en lien avec l'étude d'incidence. Donc, c'est quelque chose qui a été, un lagunage peut se dimensionner comme tout autre procédé de traitement. Le fait est que ce cas n'était pas approprié à notre cas d'étude ici,
parce qu'au niveau du coût, surtout de la faisabilité de la surface, comme on peut dimensionner ça assez précisément, ça allait prendre trop de place. Et les avantages environnementaux ne suffiraient pas. Mais on vous présente ce cas parce que dans d'autres situations, c'est tout à fait valable et tout à fait intéressant. La deuxième solution qu'on a investiguée, qu'on a rapidement abandonnée, mais je vous la cite aussi, c'est des lits d'évapotranspiration. Ça consiste en quoi? C'est des plantations de saules dans des graviers avec une étanchéité au fond. Que font les saules? Ils respirent beaucoup, ils évaporent l'eau, donc le rejet est réduit à la sortie. Ils aiment beaucoup les nutriments, donc ça tombait bien dans ce cas-ci. À nouveau, c'est quelque chose qui se dimensionne, hein, on ne fait pas ça par essai-erreur, et très vite, on a réalisé que la surface ne suffirait pas. Finalement, la solution que nous avons retenue, c'est repartir un peu à la base et mixer également les aspects biodiversité, eau de ruissellement, parce que je ne les ai pas cités avant, mais nous sommes en charge de ces aspects également, et solution fondée sur la nature, on intègre les processus naturels pour faire plusieurs choses intéressantes. Donc, il a été décidé, proposé de traiter le lixivia par un média granulaire réactif. On sait très bien que ça absorbe les phosphates, donc c'est très efficace. C'est facile d'exploitation, ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut fonctionner sans électricité. Ça nous libère de la place pour des zones humides naturelles et ça peut être combiné à la gestion du ruissellement sur le CET qu'on a, vous voyez le petit schéma qu'on a modélisé. Et les eaux de ruissellement du CET, on les traite au fil de l'eau avec des solutions aussi naturelles comme des haies, etc. On s'occupe principalement des matières en suspension, ce qui nous laisse de la place pour le bassin d'orage en aval. Pour choisir le média, on a fait des essais en labo pour vraiment avoir la bonne solution, pour avoir des données dimensionnement. Et finalement, on en est au stade où vous ne verrez pas de photo une fois terminée, mais c'est la solution qu'on est occupé à dimensionner avec au milieu, en assez petit, le traitement du phosphore lui-même, en bleu autour la zone humide naturelle à cet endroit et en aval, s'il faut, on a la place pour un bassin d'orage. Ici, nous allons aborder un cas très ponctuel sur un équipement particulier, notamment au niveau de sa maintenance et de problèmes liés à des usures. Donc, en fait, le matériel en question, il concerne une station de traitement des eaux qui est réalisée il y a plus de 30 ans. L'exploitant rencontre depuis quelques années des problèmes de colmatage au niveau des pompes. Pour résoudre cette problématique, on était confrontés à 3 points bien particuliers. Le premier, c'est qu'on avait affaire à du matériel non standard. Il fallait également modifier les équipements de manière à ce que le problème du colmatage soit solutionné ou tout du moins réduit, de manière à pouvoir espacer les intervalles de maintenance. L'autre contrainte, c'est que les modifications que l'on pouvait amener sur l'équipement ne devaient pas impacter les performances hydrauliques et notamment la puissance consommée, de manière à pouvoir conserver les moteurs électriques d'origine. Notre proposition a consisté à faire d'abord un reverse engineering de l'hydraulique, de manière à pouvoir se fournir ou réaliser des pièces neuves conformes aux pièces d'origine. Ensuite, nous avons prévu d'intégrer dans l'équipement existant une pièce bien spécifique. Pour les connaisseurs, c'est un cercle d'usure avec un design éprouvé pour solutionner le problème de colmatage. Ensuite, nous avons également proposé de valider les modifications apportées à l'équipement, de les valider en plateforme d'essai pour être certain que les caractéristiques hydrauliques allaient être conservées. Le reverse engineering a été réalisé en interne. Les pièces ont ensuite été coulées en fonderie
avec des matériaux adaptés à la problématique, c'est-à-dire des matériaux ayant une dureté importante pour éviter ou limiter les problèmes d'usure. Au niveau de la réalisation, nous avons procédé au remontage de la pompe dans la configuration nouvelle avec les nouvelles pièces usinées. Nous avons également réalisé sous notre plateforme des essais de performance de manière à valider le bon fonctionnement de l'équipement en termes de vibrations et autres. Cet essai a également permis de valider qu'au niveau puissance, puisque c'était quand même un des problèmes importants, qu'au niveau de puissance consommée, la puissance consommée par la pompe était toujours compatible avec le matériel moteur d'origine. Les essais in situ vont démarrer, mais c'est des essais qui vont prendre beaucoup de temps, puisque c'est quand même des problèmes qui apparaissent au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, donc il va falloir un certain temps pour valider. Mais la technologie que nous avons mise en place chez ce client avait déjà été utilisée dans d'autres applications avec de très bons résultats. Donc nous sommes très confiants dans les résultats. Donc moi, je m'appelle Justine Kemjens. Je travaille je suis ingénieure process chez Excelio. Donc nous réalisons des solutions clés sur porte pour nos clients. Donc on fait des nouvelles installations, mais aussi du revamping. Donc ici, c'est un projet de revamping dont je vais vous parler sur un cas concret, celui de Spadel. Ils voulaient améliorer leur station en améliorant les performances épuratoires et en facilitant l'exploitation et en réduisant également leur consommation énergétique. Donc pour répondre à leurs attentes, nous avons implémenté nos technologies, donc qui est la technologie GRAS. Donc ça permet de transformer une biologie classique, donc avec des flocs, en une boue biologique granulaire, donc avec les bactéries sont agglomérées entre elles sous forme un peu de billes. On parvient à faire ça en modifiant les phases classiques d'un SBR, où on n'ajoute pas de réactifs ni ensemencé avec une biologie extérieure. On part vraiment de la biologie du bassin existant et on la transforme. Avec GRAS, on parvient à atteindre des meilleures performances épuratoires. On a une meilleure élimination de l'azote et du phosphore. On parvient à contrôler la prolifération des bactéries filamenteuses, ce qui facilite l'exploitation. On augmente aussi la capacité de traitement de la station, grâce à, entre autres, une augmentation de la vitesse de sédimentation, mais aussi parce qu'on arrive à avoir des concentrations plus importantes en biomasse dans les bassins. Alors, on réduit également les coûts de déshydratation des boues, parce que forcément, dans des flocs, vous avez quand même pas mal d'eau dans la biologie. Alors, il y a des granules, il y a moins d'eau à évacuer dans la biologie. On arrive aussi à avoir une consommation énergétique plus faible, grâce entre autres à la déshydratation, mais aussi grâce à l'aération. Donc, grâce à tout cela, on arrive à réduire l'empreinte carbone de la station d'épuration. Pour le cas de Spa Monopole, enfin de Spadel, on est parvenu, donc on a un retour maintenant de 2 ans, on est parvenu à avoir une réduction de 30% de leur consommation énergétique sur l'installation complète, grâce donc entre autres à la déshydratation, mais aussi à l'aération. On arrive également à traiter l'intégralité de leurs eaux, de leurs charges polluantes dans 40% de leurs bassins existants. Donc, ça permet de les rassurer sur l'avenir de la station. Donc, on parvient aussi à atteindre des vitesses de décantation jusqu'à 4 mètres/h. Donc, on est très content des résultats qu'on a obtenus chez eux. Si vous voulez savoir si c'est facile de transformer votre boue biologique en granules, nous pouvons réaliser un diagnostic. Donc, on en a de 4 types. Et maintenant, je vais rendre la parole à Albert Huidard pour la clôture. Vous l'aurez compris, le panel des compétences des membres de l'EWE est très large. Pour plus de détails, vous avez ici en dessous le site internet de l'EWE que je vous invite à consulter. Je vous remercie tous et toutes pour votre bonne attention.